Parlez-nous un peu des similitudes dans les méthodes que Washington utilise dans son projet impérial en Asie de l'Ouest et en Amérique latine. Cela pourrait peut-être aider les gens à faire le lien avec l'expérience vécue du colonialisme. Oui. Donc, tu as soulevé un point vraiment intéressant qui n'est pas très connu, et il est vraiment important de le souligner. Beaucoup des mêmes tactiques d'insurrection ou de contre-insurrection que les États-Unis ont utilisées en Irak et en Afghanistan ont d'abord été employées en Amérique latine, et par certaines des mêmes personnes. Le plus connu est Oliver North. Tu as peut-être entendu parler de lui. Il était très célèbre dans les années 1980 à cause du scandale Iran-Contra, et il a participé à la formation des Contras au Nicaragua. Ils utilisaient ces tactiques de terreur extrême, et d'ailleurs, ils faisaient aussi du trafic de drogue. Et ensuite, ces drogues se sont retrouvées dans les quartiers noirs pauvres, principalement aux États-Unis, surtout en Californie et à Los Angeles, ce qui a mené à l'explosion du crack, cette horrible épidémie aux États-Unis. Cela a été révélé par un journaliste, Gary Webb, dont la carrière a été détruite après ces révélations. Mais Oliver North a également été impliqué, bien sûr, dans le scandale de l'Iran-Contra, mais il était actif dans de nombreux cercles de cette région d'Asie occidentale, ce qu'on appelle communément le Moyen-Orient. Et puis il y a John Negroponte, un autre nom moins connu. On parlait davantage de lui à l'époque de Bush, sous Bush Jr. Negroponte était l'ambassadeur des États-Unis en Irak, une figure clé de l'invasion et de l'occupation américaine de l'Irak. Negroponte, tout comme Oliver North, a aussi travaillé avec les Contras au Nicaragua. Donc il ne s'agit pas seulement des tactiques, mais littéralement de certaines des mêmes personnes qui ont participé à la formation des Contras à la torture. Il y avait un célèbre manuel de torture, également connu sous le nom de manuel de l'assassinat. C'était le surnom de facto donné par la CIA, le manuel de l'assassinat ou manuel de torture. C'était le manuel qu'ils ont donné aux Contras au Nicaragua et aux régimes militaires brutaux au Guatemala et au Salvador. Et il y avait, de façon tristement célèbre, un horrible criminel de guerre au Salvador, Obison, un nom de famille français, mais il était un chef tortionnaire salvadorien. On le connaissait sous le surnom de Blowtorch Bob. C'était le surnom que les États-Unis lui avaient donné, parce que sa tactique favorite consistait à utiliser des chalumeaux pour torturer des gens, torturant des révolutionnaires de gauche au Salvador, au nom du parti d'extrême droite, Arena, et du régime militaire. Ainsi, John Negroponte et ses autres criminels de guerre, comme Oliver North aux États-Unis, qui étaient impliqués dans la formation de ces criminels meurtriers et tortionnaires, étaient littéralement les mêmes personnes impliquées dans les opérations de contre-insurrection. Donc, dans le cas de l'Amérique latine, ils menaient à la fois des opérations de contre-insurrection et d'insurrection. Insurrection contre le gouvernement nicaraguayen, contre-insurrection contre les forces révolutionnaires au Salvador, au Guatemala et au Honduras. Je devrais mentionner le Honduras. Le Honduras avait aussi un régime militaire brutal. Et puis dans le cas de l'Irak et de l'Afghanistan, il s'agissait de contre-insurrection. Même personne, même tactique. Il est donc très important de relier ces deux aspects. Et je suis désolé, parce que j'étais tellement focalisé sur ce point que j'ai oublié quelle était votre question principale après cela. Mon point principal était essentiellement de relier l'Asie de l'Ouest et l'Amérique latine à travers cette expérience vécue du colonialisme, étant donné que nous avons déjà constaté tant de solidarité de la part de l'Amérique latine envers la résistance palestinienne. Oui, j'ai des réflexions importantes à ce sujet qui ne sont pas très connues des personnes qui n'ont pas passé beaucoup de temps en Amérique latine. Et pour donner un peu de contexte, je devrais préciser que je suis né et j'ai grandi aux États-Unis,
Mais je n'ai pas vécu à plein temps aux États-Unis depuis environ 7 ou 8 ans maintenant. Je suis également citoyen naturalisé du Nicaragua et j'ai visité presque tous les pays d'Amérique latine. Mais je reste évidemment, techniquement, un étranger dans la région. Juste pour expliquer un contexte que les gens ignorent souvent, ceux qui n'ont pas passé beaucoup de temps en Amérique latine. La solidarité avec la Palestine n'est pas nouvelle, mais elle a beaucoup augmenté ces dernières années. Bien sûr, tout au long de l'histoire de la gauche latino-américaine et du mouvement anticolonial, il y a toujours eu une solidarité avec les Palestiniens, considérée comme menant une lutte de libération nationale similaire. Par exemple, les sandinistes au Nicaragua entretenaient une relation très étroite avec les Palestiniens, en particulier avec le FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine, qui est un groupe marxiste-léniniste, mais aussi, de manière générale, avec l'OLP, y compris le Fatah, qui est le groupe nationaliste dominant. Le Fatah n'est pas marxiste, mais historiquement, c'était un mouvement nationaliste de gauche, même s'il l'est beaucoup moins aujourd'hui. En fait, pendant la lutte armée au Nicaragua, dans les années 1970, certains Nicaraguayens du Front sandiniste sont allés en Palestine pour s'entraîner avec les Palestiniens et les soutenir, y compris lors de certaines opérations armées. Ainsi, Leila Khaled, la célèbre dirigeante révolutionnaire palestinienne du FPLP, une icône de la lutte de libération nationale, raconte dans ses mémoires son expérience d'opération menée avec des Nicaraguayens. Il y a donc toujours eu cette solidarité entre les forces révolutionnaires d'Amérique latine. Bien sûr, Cuba a toujours été à l'avant-garde. Après sa révolution en 1959, Cuba a constamment affiché sa solidarité avec les Palestiniens, jusqu'à aujourd'hui, demeurant un symbole fort de cette solidarité. Maintenant, la plupart des pays d'Amérique latine, pendant la première guerre froide, parce qu'ils avaient des régimes pro-américains, ne soutenaient pas la Palestine, mais il y avait quelques exceptions. Et puis bien sûr, après la chute de bon nombre de ces régimes, dans les années 90, on a vu apparaître ces démocraties libérales, principalement néolibérales, mais certaines ne l'étaient pas autant. Par exemple, au Chili, il y avait le Parti socialiste, qui malgré son nom, n'était pas vraiment socialiste. Au mieux, il était social-démocrate et redistributif, mais il était assez pro-palestinien. Puis dans les années 2000, du milieu à la fin des années 2000 jusqu'au début des années 2010, on a assisté à l'apogée de ce qu'on appelle la vague rose. Ce terme n'est pas utilisé en Amérique latine. Il est employé en dehors de l'Amérique latine. Mais il fait référence à une période où, dans chaque grand pays, il y avait un dirigeant de gauche. Ainsi, il y avait Lula da Silva et le Parti des travailleurs au Brésil. Il y avait Néstor Kirchner et Cristina Fernández de Kirchner en Argentine. Il y avait Rafael Correa en Équateur. Il y avait Daniel Ortega et le Front sandiniste au Nicaragua. Au Honduras, il y avait Manuel Zelaya du Parti libre. Je veux dire, oui, je pourrais continuer encore longtemps. Les gens connaissent l'idée, vous voyez ce que je veux dire. Au Chili, il y avait encore une fois le Parti socialiste, pas très à gauche, mais vous savez, il y avait ces dirigeants de gauche. C'était sous Michelle Bachelet au Chili. En Bolivie, il y avait Evo Morales. Le Pérou était le seul pays qui n'avait pas vraiment de dirigeants très à gauche jusqu'à Pedro Castillo, qui a été emprisonné. Mais ce que nous voyons maintenant depuis quelques années, c'est une réaction majeure. La plupart des forces de droite ont pris le pouvoir de manière antidémocratique. Donc, dans le cas, j'ai mentionné le Pérou. Dans le cas du Brésil, la seule raison pour laquelle l'extrême droite sous Bolsonaro a pu arriver au pouvoir, c'est parce qu'il y a eu un coup d'État en douceur. Un coup d'État légal comme un coup d'État judiciaire contre Dilma Rousseff en 2016. Et ensuite, il y a eu l'emprisonnement de Lula sur des accusations bidons en 2018. Ces accusations ont ensuite été complètement annulées et la Cour suprême du Brésil a blanchi son casier judiciaire.
Et puis, il y a eu un coup d'État en 2009 au Honduras, soutenu par les États-Unis, puis un coup d'État en douceur, mais aussi un véritable coup d'État militaire à l'ancienne au Honduras, qui a été soutenu par l'administration Obama. Ensuite, en 2012, il y a eu un coup d'État en douceur au Paraguay, puis il y a eu de nombreuses tentatives de coup d'État au Venezuela en 2014, 2017 et 2019. Ensuite, il y a eu une tentative de coup d'État très violente au Nicaragua en 2018. Et enfin, il y a eu le coup d'État réussi en Bolivie en 2019 contre Evo Morales. Donc, vous voyez, cela a continué. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que ces gouvernements de gauche arrivent au pouvoir et ils sont tous unanimement pro-Palestine. Maintenant, la raison pour laquelle il est important d'en parler brièvement, c'est que cela représente en réalité un symbole de solidarité encore plus impressionnant lorsqu'on prend en compte la pression intérieure exercée sur ces pays, notamment par les États-Unis, ce qui est évident, mais aussi par les chrétiens évangéliques. Car l'un des changements sociaux majeurs que nous avons observés en Amérique latine au cours des 40 dernières années, c'est que, historiquement, l'Amérique latine était presque entièrement catholique, à l'exception des communautés autochtones. Maintenant, pour ceux qui pourraient être confus, car la majorité des habitants d'Amérique latine ont une certaine ascendance autochtone, ils ne seraient pas nécessairement considérés comme autochtones. Les communautés autochtones ont tendance, malheureusement, dans de nombreuses régions d'Amérique latine, à être quelque peu séparées du reste de la société. Elles ne parlent souvent pas l'espagnol. Elles parlent leur propre langue autochtone. Il y a des exceptions, mais il n'y a que quelques pays où les communautés autochtones sont majoritaires, comme en Bolivie. Le Pérou compte une très grande communauté autochtone, tout comme le Guatemala et le sud du Mexique. Mais il existe une forme de racisme interne. Il y a des personnes qui peuvent avoir la peau très foncée, mais qui ne sont pas considérées comme autochtones. Elles sont chrétiennes et parlent espagnol. Il existe donc une forme de politique raciale et culturelle complexe. Par exemple, Evo Morales a été le tout premier dirigeant indigène, président de la Bolivie, qui est un pays à majorité indigène. Et il y a eu des présidents à la peau foncée en Bolivie. Il y a aussi eu de nombreux dirigeants à la peau claire, d'origine européenne, mais ils n'étaient pas considérés comme indigènes, parce que, par exemple, l'actuel président, Luis Arce, a la peau relativement plus foncée. Mais il a été élevé dans la foi chrétienne et parle l'espagnol comme langue maternelle. Ce qui s'est passé, c'est qu'en raison de l'héritage du colonialisme espagnol, la grande majorité de la population est devenue catholique. L'Amérique latine était un bastion. C'était l'une des régions les plus catholiques du monde jusqu'aux 40 dernières années. Et ironiquement, cela est en partie à la contre-insurrection menée par les États-Unis. Parce que, évidemment, le catholicisme a connu des vagues, et en ce moment on voit que les deux derniers papes ont été beaucoup plus à gauche. Alors que quand j'étais enfant, j'ai été élevé dans le catholicisme. Je suis athée, mais j'ai été élevé catholique. Ceci dit, je ne suis pas un nouvel athée. Je ne suis pas comme ces athées extrémistes, tous ces affreux néoconservateurs comme Christopher Hitchens, qui... Bref, je pense que la religion peut aussi jouer un rôle progressiste. Je comprends que c'est compliqué. Cela fait partie d'un tissu social plus large. Mais j'ai été élevé catholique, et j'ai toujours associé le catholicisme à la droite, surtout avec le pape Jean-Paul II. Et Jean-Paul II est allé au Nicaragua pendant la guerre des Contras, et il a refusé de reconnaître le gouvernement sandiniste, qui, soit dit en passant, comptait 2 prêtres catholiques dans son cabinet. Les sandinistes ont été essentiellement le premier mouvement dirigé par la théologie de la libération à prendre le pouvoir d'État. La plupart d'entre eux étaient catholiques,
y compris des prêtres, qui ont été excommuniés par l'Église catholique. À cette époque, la CIA collaborait étroitement avec l'Église catholique pour détruire la théologie de la libération, qui gagnait en influence en Amérique latine, parce qu'il y avait, évidemment, tant de pauvres catholiques qui en avaient assez de se faire prêcher par des riches. Il y avait ces prêtres qui allaient dans les zones rurales et prêchaient que Jésus était un révolutionnaire, ce qui, objectivement, était le cas d'ailleurs. Ils prêchaient que le christianisme est une religion des pauvres et que les riches désobéissent à Jésus. Ainsi, il y avait ces mouvements révolutionnaires qui étaient religieux. Les 4 premiers siècles du christianisme, en effet. Oui, oui. Avant que l'Empire romain ne récupère le christianisme comme outil impérial, n'est-ce pas? À l'époque où c'était objectivement une religion anti-impérialiste. Et aussi, si l'on regarde l'islam chiite par exemple, il existe de nombreux mouvements islamiques de libération nationale. Donc il y a beaucoup de similitudes. C'est pourquoi je comprends qu'il existe des formes progressistes et réactionnaires de religion. Ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont commencé à encourager de nombreux prédicateurs évangéliques et protestants de droite. C'est l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement américain, surtout sous l'administration de Ronald Reagan, qui a vu certains évangéliques rejoindre la nouvelle coalition du Parti républicain, a encouragé l'envoi de nombreux missionnaires en Amérique latine. Et j'ai mentionné plus tôt Rios Montt, qui était le dictateur militaire du Guatemala et qui a commis un génocide contre la communauté indigène maya. Il était également évangélique. Ainsi, l'administration Reagan a vraiment accéléré ce phénomène et la CIA collaborait beaucoup avec les missionnaires. En fait, si vous allez en Amérique centrale, surtout au Nicaragua, j'ai parlé à certains anciens sandinistes qui se souviennent des années 1980 et de la lutte contre les contras. Ils plaisantaient en disant que tous les missionnaires étaient de la CIA. C'était la blague. Et évidemment non. Je veux dire, il y a encore aujourd'hui beaucoup de missionnaires, et je ne dis pas qu'ils sont tous de la CIA, mais il y a clairement une longue histoire de la CIA envoyant ces missionnaires qui utilisaient la religion comme plateforme pour diffuser une idéologie politique très conservatrice et réactionnaire. Non seulement contre les personnes LGBT et les peuples autochtones, mais aussi sur le plan économique. Ils prêchent cette doctrine calviniste selon laquelle, si vous êtes pauvre, vous devez vous débrouiller seul et le gouvernement ne devrait rien faire pour vous. Dieu veut que vous soyez votre propre entrepreneur. Tout ce genre de discours. Donc ce qui s'est passé, non seulement à cause de cela, mais aussi, c'est assez compliqué, car dans certains pays, l'Église catholique était également très corrompue, de droite, et impliquée dans des abus et tout ce genre de choses. Donc pour diverses raisons, en partie à cause des États-Unis et des missionnaires, mais aussi à cause de facteurs internes, la région est devenue de plus en plus protestante et de plus en plus évangélique ces dernières décennies. Et beaucoup de ces évangéliques sont de droite, mais il existe en réalité des évangéliques de gauche. Ainsi, par exemple, lorsque Andrés Manuel López Obrador, le président de gauche du Mexique, a remporté les élections et est devenu président en 2018, il y avait en fait un parti politique évangélique qui faisait partie de sa coalition aux côtés du Parti socialiste, appelé le Parti des travailleurs, et du Parti vert. Donc la politique latino-américaine est compliquée. Au Venezuela, il existe un parti évangélique qui soutient la révolution bolivarienne et Maduro. Et au Brésil, certains évangéliques ont soutenu Lula et le Parti des travailleurs, mais la majorité des évangéliques ont soutenu Bolsonaro. Et les grandes, immenses méga-églises, qui sont une monstruosité exportée des États-Unis, ce sont comme des centres commerciaux qui se font passer pour des églises, soutenus par des millionnaires et des milliardaires. Beaucoup de leurs pasteurs sont millionnaires,
et certains possèdent même des avions privés, etc. Au Brésil, ce phénomène a vraiment pris de l'ampleur. Il vient des États-Unis. Et ces grandes méga-églises évangéliques ont soutenu Bolsonaro. La raison pour laquelle j'en parle, cela peut sembler totalement hors sujet, c'est que le sionisme chrétien est vraiment devenu énorme en Amérique latine au cours des 20 dernières années environ. C'est pour cela que les gens sont confus. Si vous voyagez en Amérique latine, surtout en Amérique centrale, vous verrez au hasard des drapeaux israéliens. La première fois que je suis allé en Amérique centrale, au Nicaragua, au Honduras, au Salvador, on voyait des chauffeurs de taxi avec des drapeaux israéliens. Et on se dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas à propos d'Israël en tant que pays. C'est un symbole du christianisme évangélique. Cela signifie qu'ils sont évangéliques. Ils brandissent le drapeau israélien comme symbole de leur christianisme évangélique. Ce qui est encore plus déroutant, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais il y a 10 ans, c'est qu'on voyait parfois des sandinistes qui brandissaient à la fois le drapeau sandiniste et le drapeau israélien. Ce qui est fou, parce que les sandinistes ont toujours été extrêmement pro-palestiniens. Ils ont rompu les relations diplomatiques avec Israël. Ils n'ont pas de relations officielles. Mais ils avaient des partisans évangéliques qui brandissaient le drapeau israélien. Tout cela peut donc sembler un peu étrange. Mais si j'en parle, c'est parce qu'il y a beaucoup de pression sur les dirigeants, y compris les dirigeants de gauche en Amérique latine, pour soutenir Israël. Non pas parce que les gens de la région soutiennent ce que fait Israël politiquement, mais entièrement pour des raisons religieuses. C'est parce qu'ils sont évangéliques ou d'une autre confession protestante, et qu'ils considèrent la terre d'Israël comme faisant partie d'une prophétie biblique, n'est-ce pas? Mais il y a eu un changement massif, surtout depuis 2023, mais en réalité, au cours des 10 dernières années, alors qu'Israël est devenu plus explicitement fasciste, qu'il commet tous les quelques années un nouveau massacre de Palestiniens et qu'Israël tue des chrétiens palestiniens. Donc, de plus en plus de chrétiens religieux en Amérique latine soutiennent la Palestine. Ainsi, il y a encore 5 ans à peine, je voyais beaucoup de drapeaux israéliens pour des raisons religieuses, et ils ont pratiquement tous disparu. Et maintenant, ce que l'on voit, ce sont beaucoup de drapeaux palestiniens. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de pression sur ces dirigeants de la région. Et malgré cela, ils restent très attachés à leurs principes. La grande majorité des dirigeants de gauche en Amérique latine ont exprimé un soutien total à la Palestine et ont même rompu leurs relations avec Israël. La raison pour laquelle je mentionne cela, c'est qu'ils n'en retirent aucun avantage. C'est entièrement par principe, par idéologie, par solidarité et par soutien au Sud global et au peuple palestinien. Parce que si l'on regarde Gustavo Petro en Colombie, il subit énormément de pression de la droite colombienne pour soutenir Israël. Il a été l'un des dirigeants les plus pro-palestiniens au monde. Il a rompu les relations avec Israël et a récemment imposé un boycott énergétique à Israël, car la Colombie exporte beaucoup de pétrole et de charbon. Et il a déclaré « Nous avons un embargo sur Israël ». De même, nous avons vu le Honduras et le Nicaragua rompre leurs liens avec Israël. Même Lula a été très pro-palestinien et il subit beaucoup de pression parce qu'il ne veut pas perdre le soutien des évangéliques. Donc il n'y a aucune excuse. La raison pour laquelle je mentionne tout cela, c'est qu'il n'y a absolument aucune excuse pour tous ces pays d'Asie de l'Ouest qui sont complètement lâches et n'ont rien fait pour soutenir la Palestine. Car en Amérique latine, parmi toutes les régions du monde, ce sont les gouvernements qui ont le plus soutenu la Palestine. Le Mexique, le Nicaragua, la Colombie, le Honduras, la Bolivie, le Venezuela, Cuba. Tous les dirigeants de gauche ont soutenu la Palestine. La plupart d'entre eux ont même rejoint la plainte devant la Cour internationale de justice contre Israël, initiée par l'Afrique du Sud.
Pendant ce temps, si l'on regarde l'Asie de l'Ouest, aucun des gouvernements n'a fait quoi que ce soit pour soutenir la Palestine, alors que 99% de leur population soutiennent la Palestine. C'est donc quelque chose dont je suis vraiment très fier en ce qui concerne l'Amérique latine. Ils sont vraiment à l'avant-garde sur ce sujet et ils sont extrêmement fidèles à leurs principes.